Bonjour à tous, je suis Sandy du blog wonderfactory.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou directement sur mon blog si vous voulez être tenu à jour de mes dernières sorties. Pourquoi La Tempête des Échos est la meilleure fin possible à la passe miroir? Je redoutais ce moment au moins autant que je l'attendais. La fin de la passe miroir, le point final à cette saga magistrale qui s'érige comme une des meilleures séries jeunesse de la décennie. Je n'étais pas seule à craindre une fin décevante. Les fiancés de l'hiver, les disparus du clair de lune et la mémoire de Babel offraient une telle jubilation à la lecture, soulevaient tellement de questions que clore ce cycle en satisfaisant tous les lecteurs relevait du miracle pour Christelle Dabos. À amour passionnel, déception proportionnelle. En voulant me préserver des spoilers, j'ai un peu raté le début de l'histoire, mais j'ai lu sans grande surprise que face aux réactions trop virulentes d'une certaine partie de la fanbase, Christelle Dabos avait préféré se retirer des réseaux sociaux. À ce moment-là, j'en étais aux 2/3 de ma lecture et l'intrigue était si emmêlée que la fin facile et insatisfaisante me paraissait inévitable. Quand j'ai refermé ce livre, j'ai pleuré. Des larmes douloureuses, non pas de déception, mais de rage. Une colère dévorante, pas contre l'auteur, pas contre cette fin, mais bien contre les lecteurs qui ont blessé Christelle Dabos par leur manque de retenue et aussi par leur incompréhension de l'univers qu'elle a créé. Pour avoir écumé les sites de notation à la Babelio, il semble que ce qui est le plus reproché en dehors de la fin ouverte, c'est la complexité de l'intrigue. J'ai lu que selon une partie du lectorat, l'intrigue est bien trop compliquée pour un livre estampillé jeunesse. Et alors je trouve cette réflexion révoltante. Je suis fondamentalement contre l'idée de rabotage par le bas, qui consiste à ne présenter aux jeunes que des histoires qu'ils sont à même de comprendre facilement. Je pense qu'il est nécessaire de faire confiance en la capacité d'apprentissage et en l'intelligence de la génération suivant la nôtre, en leur proposant des romans qui les dépassent un peu, qui leur donnent ce frisson inhérent à la perspective d'apprendre et de découvrir quelque chose, on stimule leur imagination et leur envie de mieux comprendre les choses, et ça me semble indispensable. C'est sûr, La Tempête des Échos sera moins accessible à un préado qu'un Tara Duncan ou un Cinder, mais il le poussera à réfléchir, à relire, à faire des recherches, et certainement que dans quelques années, il démêlera des nœuds qui lui avaient paru obscurs lors de sa première lecture, comme nous l'avons fait nous-mêmes avec Harry Potter ou avec À la croisée des mondes. Il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire, selon moi. L'auteur s'est lancé dans le questionnement ultime, qui sommes-nous, qui est Dieu, et forcément c'est une question complexe par essence. Il n'empêche que les explications qu'elle donne dans les dernières pages sont claires et plus que satisfaisantes car elles sont à la fois simples et intelligentes. Beaucoup souhaitaient une autre conclusion à l'histoire d'Ophélie. Pour moi, il ne pouvait pas en avoir une autre. La Tempête des Échos n'est pas mon tome favori pour une question d'affect, il n'en demeure pas moins la fin parfaite à cette saga. Humblement, à travers ce dossier, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Cette analyse n'engage que moi et mon interprétation du texte, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je raconte, je vous invite à venir en discuter gentiment en commentaire. Alors attention aussi, forcément, je vais spoiler sévère, donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, c'est tout de même mieux de le faire avant de me suivre dans les méandres des arches. Pour faire simple, et parce que je considère qu'à partir de là vous avez tous lu ce 4e tome, l'intrigue reprend directement après les événements de la mémoire de Babel. Les effondrements de plus en plus fréquents engendrent un climat social très tendu et le côté cosmopolite de Babel en pâtit puisque Lux commence à expulser tous les ressortissants qui ne sont pas natifs de cette arche. Quand Thorn est envoyé par les généalogistes à l'Observatoire des déviations pour y continuer son enquête, Ophélie manque de se faire éjecter et décide de se faire interner, à la fois pour rester sur Babel, mais aussi pour rester près de Thorn et être ses yeux au sein de l'Observatoire. Elle va donc être entraînée dans le protocole alternatif et tenter de percer les secrets de la Litieux. D'emblée, Ophélie est isolée de Thorn, de ses amis, des autres patients même. Elle passe une bonne partie du roman toute seule à essayer de démêler la véritable histoire de son monde. Cette solitude a engendré une certaine frustration chez les lecteurs, mais pour moi elle est vraiment nécessaire. C'est la condition pour qu'Ophélie puisse faire face à son reflet et répondre à la question qui pourfende le texte, qui est je ? C'est en se définissant elle-même, en trouvant son visage en opposition aux 1000 faces, qu'elle va comprendre qui est Eulalie, qui est l'autre, que sont les échos. Pour cela, elle va se mirer dans un nombre incalculable de miroirs, ceux de la miroiterie, ceux déformants de l'observatoire, celui du confessionnal, celui de la chambre secrète de Lali. Je ne vous apprends rien en vous disant que le miroir est un motif omniprésent de la saga puisque l'héroïne est elle-même une passe-miroir. Miroir en latin, ça se dit speculum et ça a donné spéculation. À l'origine, spéculer, c'est observer le ciel et le mouvement des étoiles grâce à un miroir. Du coup, ce n'est peut-être pas un hasard qu'Artémis, l'esprit de famille d'où provient le don de passer les miroirs, soit obsédé par la voûte stellaire. Le miroir en tant que surface réfléchissante est donc intimement lié à la connaissance. C'est symboliquement la révélation de la vérité et de la sincérité.
D'ailleurs, on remarque qu'Ophélie se sert des reflets pour apercevoir la vérité dans ce qui l'entoure, notamment pour connaître l'identité de ses interlocuteurs. Quand il se fait magique, le miroir est aussi dans une certaine mesure un instrument de parole divine. Il est la manifestation reflétant l'intelligence créative. C'est une des plus anciennes formes de divination, on dit qu'elle venait des Perses. La légende raconte que Pythagore utilisait un miroir pour voir l'avenir comme le faisaient les sorcières de Thessalie. Or, c'est bien dans un reflet qu'Ophélie aperçoit les échos d'avance et donc l'avenir. Ces échos, ces ombres, sont des merveilles de littérature dans ce sens où ils confrontent l'héroïne à la fois à elle-même et à la fois aux autres, à l'autre. L'alter ego parfait qui ne peut exister sans elle et qui en même temps n'est pas tout à fait elle. L'histoire entre Laly Dieu et l'autre, son écho, m'a immanquablement fait penser au conte L'ombre de Andersen, où l'ombre du personnage principal s'émancipe jusqu'à se faire passer pour lui et l'évincer. C'est exactement ce qui arrive à Eulalie. Depuis tout ce temps, l'autre avait pris sa place et se faisait passer pour elle. Cette révélation finale va déjà démêler bon nombre de nœuds, mais pour y parvenir, Ophélie doit suivre un chemin initiatique pour apprendre à se définir elle-même avant d'y dégager l'essence de l'altérité. Si pendant son aventure, Ophélie visite de nombreux lieux hauts en couleur, une caractéristique revient sans cesse. De la citatielle à l'observatoire, les lieux que traverse Ophélie sont labyrinthiques. À la lecture, la topographie de l'observatoire est insaisissable tant l'endroit est gigantesque, sinueux, bardé d'escaliers, de cloisons, de quartiers, de tunnels et de passages secrets. Même quand l'héroïne a accès à une carte, elle se trouve à visiter des endroits qui n'y apparaissent pas comme un pied de nez à celui qui voudrait s'y repérer. Au sein de cette cité à part entière, elle visite aussi bien une fête foraine désaffectée que ce qui ressemble à une ancienne cathédrale en passant par des laboratoires. Le labyrinthe n'est pas que géographique, il est aussi intellectuel. L'essence d'un labyrinthe, c'est, je cite, de circonscrire dans le plus petit espace possible l'enchevêtrement le plus complexe de sentiers. Si Ophélie ne se trouve pas à proprement parler dans un labyrinthe, la succession de couloirs et d'escaliers font vraiment penser à un dédale. L'accent est porté sur la perte de repères. La présence d'un labyrinthe indique souvent l'existence d'un objet précieux ou sacré en son centre. Ici, c'est la corne d'abondance et par là, la nature même de la vérité. Le motif du labyrinthe est un cheminement initiatique qui s'inscrit dans la quête du héros, ici de l'héroïne, mais c'est aussi un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur qui suggère une introspection. De fait, plus elle comprend qui est je, plus Ophélie s'enfonce dans les profondeurs de l'observatoire. Dans la mémoire de Babel, elle trouvait ses révélations dans la chambre secrète de Laly, hermétique, dissimulée au cœur du mémorial. Dans la tempête des échos, c'est jusqu'à la caverne sous les fondations de l'observatoire qu'elle va débusquer la vérité. Pour Ophélie, comme pour Eulalie, rappelons qu'elle y a apprivoisé son écho, la grotte représente une plongée en soi essentielle à la compréhension du monde, un processus d'intériorisation qu'il est nécessaire d'assimiler puis de dépasser. La caverne est souvent envisagée comme l'archétype de la matrice maternelle. C'est là que Laly va créer ses enfants, les esprits de famille, et entrer dans une caverne, c'est un peu comme retourner dans le ventre de sa mère. Ça fonctionne aussi pour Ophélie. Eulalie n'est pas sa mère biologique, mais c'est elle qui a créé ce qu'elle est aujourd'hui. La caverne devient alors un lieu de naissance, de régénération et d'initiation. Elle fait également office de seuil, c'est dans son cœur que réside le passage vers l'envers. À la lecture, et d'autant plus pour un roman qui se plaît à jouer sur les sonorités altérées des mots, la proximité entre envers et enfer m'a frappée. J'ai alors envisagé la trajectoire d'Ophélie comme une catabase, une descente aux enfers à vocation initiatique. On trouve une certaine verticalité dans les bâtiments de Babel, que ce soit l'observatoire ou le mémorial, avec ses escaliers et ses transcendiums. Plus Ophélie avance dans le protocole, plus elle descend. Chaque étape de sa descente est gravée de mots plus chargés de sens les uns que les autres. Expiation, cristallisation, jusqu'à la révélation ultime qui se trouve dans les entrailles du bâtiment. D'ailleurs, la première fois qu'elle est appelée à trouver la corne d'abondance et que le wagon remonte vers la surface, elle est étonnée parce qu'elle s'attendait vraiment à descendre. Les réponses sont enfouies. Jusqu'à ce passage dans l'envers, qui, comme les enfers, est un lieu clos où la lumière n'a pas lieu d'être. Dans le roman, toutes les couleurs sont biaisées dans cet endroit qui est le contraire parfait du monde réel. L'enfer, comme l'envers, se prête à l'introspection nécessaire à toute évolution. Laurent Déhomme, dans son article « Le roman initiatique, élément d'analyse sémiologique et symbolique », parle d'un retour à la matrice lié à une mort initiatique qui implique une renaissance sous forme d'initié et s'inscrit dans le voyage du héros. Comme Orphée, le personnage d'Ophélie, et on ne reviendra pas sur la sonorité similaire des deux prénoms, brise le voile et se rend là d'où on ne revient pas pour chercher son amour perdu. C'est pour suivre Thorne qu'elle se jette dans la corne d'abondance. Et pourtant, là où Orphée tente en vain de remonter Eurydice, l'épreuve d'Ophélie consiste en un choix.
Elle l'a déjà fait une première fois lors de sa descente avortée quand l'observatrice lui confie que si elle décide de descendre, de connaître la vérité, elle ne remontera plus jamais et sera donc séparée de Thorn. Et ce choix, elle le fait de nouveau. Elle choisit délibérément de sortir de l'envers, sans Thorn. Elle meurt symboliquement à travers lui pour renaître initiée au secret du monde. Et c'est là le brio de l'auteur, et c'est là que réside ma colère envers certains lecteurs. Oui, c'est triste, oui, on aurait aimé plus de Ophélie Thorn, mais nous ne sommes pas dans une fanfiction et encore moins dans une romance. Il faut l'accepter, la passe-miroir n'est pas une romance. L'histoire entre les deux héros n'est qu'un bonus, une petite joie collatérale. La quête identitaire d'Ophélie ne passe pas par sa relation avec Thorn. D'ailleurs, il le prophétise lui-même quand il avoue avoir plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de lui. Sa quête à lui est un cheminement d'acceptation des autres, d'acceptation par les autres. Elle passe donc nécessairement par sa relation et par son sacrifice final qui signe l'aboutissement de son voyage. Celui d'Ophélie est intimement lié à elle et à la connaissance de son vrai moi. Finalement, si son histoire avec Thorn est infiniment touchante, c'est sa relation avec son reflet, avec son écho qui va s'avérer primordiale. Un écho au sein de l'univers créé par Dabos, qu'est-ce que c'est ? L'auteur l'explique très clairement, c'est une empreinte que laisse une personne, un objet, un événement dans l'envers. Comme une variante d'un reflet ou d'une ombre. Mais ce n'est pas anodin qu'elle ait choisi de nommer ça un écho. Dans la mythologie grecque, Écho est une nymphe. Volubile, elle distrait Héra pendant que Zeus batifole avec ses conquêtes. Quand la déesse prend conscience du stratagème, folle de rage, elle punit Écho qui ne pourra plus adresser la parole à quelqu'un qu'en répétant les derniers mots de son interlocuteur. Repoussée par Narcisse dont elle est amoureuse, la jeune fille se laisse dépérir au point de n'avoir plus de corps charnel, de n'être qu'une voix. C'est ainsi que la légende explique le phénomène de répercussion des voix et des sons. On remarque alors que déjà dans la mythologie extérieure à l'œuvre de Dabos, les échos sont intrinsèquement liés à la parole. Dans le monde d'Ophélie, ils s'incarnent d'abord dans les transmissions radiophoniques à travers des mots ou des portions de phrases répétées. La première confrontation d'Ophélie à son propre écho se fait par le biais de ce perroquet mécanique qui répète inlassablement la question « Qui ai-je » Les personnages qui côtoient de près les échos voient leurs paroles déviées par des lapsus intempestifs, et la première fois que l'écho de Lali gagne en autonomie, c'est en répétant ce qu'elle vient de prononcer, mais en opérant un léger changement. Or, le monde des échos, l'envers, est lui-même dénué de paroles. Les protagonistes qui s'y retrouvent sont incapables de prononcer des mots. C'est la prise de conscience du langage, l'action de parler qui sépare l'ombre de son créateur. On pense également à Segonde, incapable de faire comprendre son charabia pourtant déterminant pour la suite. La parole, les mots, la faculté de parler est une thématique intrinsèque liée au roman de la saga. Or, dans une histoire où l'héroïne cherche à comprendre la vérité sur l'origine du monde et de l'humanité, ce n'est pas un motif anodin. Au commencement était le Verbe, nous dit saint Jean dans son évangile. Pour la cosmogonie chrétienne, le mot a précédé la création. La parole se fait fécondante, le Verbe est porteur des germes de la création et placé à l'aube de celle-ci comme la première manifestation divine avant que rien n'ait encore pris forme. Le passage du mot à la réalité, c'est le langage. C'est le moyen de communication avec les autres, mais aussi avec le divin au travers de la prière. Lien privilégié avec l'altérité, la langue est l'âme d'une culture, et une atteinte portée à la langue affecte en profondeur le lien social et contribue à le briser. La majeure partie de l'intrigue des 2 derniers tomes se passe sur une arche nommée Babel. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à l'épisode biblique de la tour de Babel, où les hommes présomptueux s'élèvent démesurément, se veulent l'égal de Dieu et reçoivent en châtiment l'impossibilité de communiquer. Le dénouement de la passe-miroir est clairement une réinterprétation de ce mythe. En essayant de reproduire le prodige réalisé par Eulalie Dieu, qui est assimilé à Dieu dans l'œuvre, les lords de luxe et les gens de l'observatoire que l'on figure comme une tour, tentent de s'arroger un pouvoir de création divin. Et ils échouent. Plus ils s'approchent du but, plus les échos de langage se multiplient, plus la guerre civile menace Babel. La confusion babélique génère l'incompréhension et inévitablement la dispersion. D'ailleurs, l'étymologie même de Babel est liée à la confusion. Sa racine signifie confondre. Comme tous les personnages confondent l'autre et Eulalie. L'autre et Eulalie qui ont cherché à communiquer contre toutes les lois physiques établies et qui finalement ne se sont jamais vraiment compris. Leurs relations et la perception qu'en a le monde sont intimement liées au mythe de Babel. Eulalie est peut-être le personnage pour moi le plus intéressant créé par Christelle Dabos. Elle est avant toute chose un écrivain qui écrit des livres destinés aux enfants. Elle se servira de cette accointance avec l'écriture pour rédiger les livres des esprits de famille et donc leur vie, leur caractère et leur trajectoire.
Car les échos incarnés, les esprits de famille, les robots de Lazarus, Ambroise, même les objets inutilisables de l'observatoire, sont en réalité des golems. Ils ne doivent leur existence tangible que grâce à une action humaine, un code, des mots alignés qui leur donnent une vie artificielle, reflet déformé de la pure création divine. On ne peut s'empêcher de penser à Thoth, le dieu scribe des Égyptiens antiques qui tirait les caractères de l'écriture du portrait même des dieux. Ici, Eulalie fait l'inverse, elle crée les dieux à partir des mots écrits. L'écriture chinoise est quant à elle essentiellement symbolique. Dans tous les éléments des idéogrammes éclate l'efficience propre au symbole. Par ce moyen, l'expression figure la pensée, et cette figuration concrète impose le sentiment qu'exprimer n'est pas évoqué mais bien réalisé. On n'ira pas jusqu'à signaler que l'Observatoire des déviations a des caractéristiques purement asiatiques dans son architecture pour un lieu qui abrite le phénomène d'incarnation des échos à travers les mots. Mais l'écriture est également envisagée comme un substitut dégradé à la parole. Elle est le symbole de la parole absente. Le fondateur de la linguistique moderne, Saussure, écrira, je cite, « Langage et écriture sont deux systèmes de signes distincts. L'unique raison du second est de représenter le premier. » Eulalie se tue à écrire, néanmoins c'est bien la réappropriation de la parole qui lui permet de communiquer avec Ophélie enfant et de sortir de l'envers. Pour revenir aux échos, ils ne se limitent pas aux mots répétés, on assiste à travers les 4 livres à une multiplication des objets, des motifs, des situations qui se répercutent étrangement similaires mais légèrement différents. Ce flot d'échos crée une toile dense d'éléments récurrents sur lesquels Dabos s'appuie pour fonder son univers. Elle use d'un système de narration à plusieurs niveaux, cyclique, qui fait tourner ses personnages en rond comme Ophélie dans cette boucle architecturale du second protocole, tel un labyrinthe unicursal composé d'une série de cercles imbriqués. Le livre lui-même devient ce type de dédale grâce aux mises en abîme, au va-et-vient entre les vies entremêlées d'Ophélie et de Eulalie, où les histoires imbriquées les unes dans les autres se répercutent sur plusieurs niveaux. Le processus de mise en abîme est envisagé comme une modalité de révélation, un chemin vers le cœur du texte. L'ouvrage prend alors l'allure d'un Ouroboros, cette image de serpent qui se mord la queue, ou d'un escalier de Penrose, cette construction architecturale impossible qui présente un escalier en forme de boucle dont on ne peut sortir. Comme Ophélie ne peut s'échapper du destin créé pour elle par Christelle Dabos. À plusieurs reprises, elle avoue essayer de déjouer ce qui l'attend, prendre des chemins inattendus, et pourtant à la fin, elle s'applique à expliquer pourquoi tous les événements se sont déroulés exactement comme ils devaient se dérouler, comme si elle ne pouvait échapper à sa condition de personnage dirigé par un écrivain démiurge. Par-ci par-là, l'auteur sème des indices à travers un métalangage autour de l'objet livre et du roman. Les titres de parties recto et verso, les parenthèses, les coulisses, Ophélie qui s'interroge sur son histoire, cet écho qui se balade en coulisses et observe l'histoire avec le recul d'un lecteur. Écrire, c'est être Dieu de l'univers qu'on a créé. D'ailleurs, l'amputation d'Ophélie à la fin de l'histoire l'empêche d'être tentée un jour de devenir elle aussi Dieu en écrivant. Et je pense qu'il convient de rendre à Dabos la place qui lui revient. Les limites de l'univers de la passe miroir ne sont autres que les pages du livre. L'urgence qui taraude tout le livre, cette sensation de fin imminente, de fin du monde qui s'effrite, de fin de l'histoire, ramène plusieurs fois Ophélie à cette peur de l'apocalypse. Mais n'oublions pas que l'apocalypse, c'est avant tout la révélation d'une vérité fondamentale. Et c'est la compréhension, puis la transmission de la vérité au sujet de son identité et de la nature de l'histoire qui permettent à Ophélie de réussir sa quête. Je pourrais continuer en évoquant le traitement incroyable de la lumière qui se répand dans le roman, le traitement du désir de maternité de Ophélie et d'Eulalie et comment il est lié à leur aspiration divine, l'atmosphère surréaliste de cet asile encombré d'objets déviants, le motif de la dévoration qui est omniprésent, le brio avec lequel l'auteur nous fait revoir une dernière fois tous les personnages que nous avons aimés sans que cela paraisse artificiel, l'intérêt suscité par Janus et Arcantère, le génie de cette idée d'inversion et de contrepartie, la place du néant dans l'intrigue, mais ce podcast serait beaucoup trop long. Alors je vais m'arrêter là, en espérant vous avoir fait apercevoir la richesse folle de l'univers créé par Dabos, en vous disant que cette fin, c'est la meilleure fin possible parce que ce n'est pas une fin de complaisance, que l'auteur n'a pas eu peur de bousculer ses lecteurs et de ne pas leur livrer exactement ce qu'il voulait. Et en remerciant profondément Christelle pour cette histoire, ces personnages qui continueront de m'accompagner toute ma vie. Ce podcast est terminé, merci de m'avoir écouté jusque-là si vous l'avez fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et vous trouverez toutes les références bibliographiques qui m'ont aidé à construire ce podcast directement dans la description. À bientôt!